avec, comme d'habitude, l'illustration du cofondateur de QI Basket, Jordan, qu'on salue évidemment. D'ailleurs, très beau montage. Il a réussi à monter Joel Embiid avec un trophée de MVP. Bravo, bravo, franchement, c'est très réussi. Joel Embiid qui a encore fini deuxième cette année. Il le voulait tellement, il fallait qu'on lui offre quelque part. Il a tellement pleuré pour... presque autant qu'Azad. Super, super. Très beau tacle, j'aime bien. Les Sixers, donc, qui ont fait une régulière plutôt correcte, plutôt bonne. Tout a bien roulé avec un Embiid qui a quand même été presque historique, notamment dans son efficacité. Avec un James Harden encore efficace au scoring lui aussi et au playmaking, évidemment. La belle éclosion de Tyrese Maxey, mais une nouvelle fois, c'est en playoff qu'on les attendait, et une nouvelle fois la marche était trop haute. Après avoir passé facilement les Nets, ils tombent en 7 face aux Celtics, alors qu'ils menaient 3-2, il me semble bien. Azad, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série? Même pour revenir un peu sur la série contre les Nets, j'ai pas trouvé qui... En fait, c'était un 4-0, clairement. Il y a pas... C'était un sweep, pas dire que les Nets auraient passé. Mais les Nets ont un peu joué de malchance où sur les séquences où ils jouaient petits, ils arrivaient vraiment bien à gêner les Sixers et ils se généraient beaucoup de tirs ouverts. Et en fait, ils n'arrivaient pas à les mettre. Et je pense qu'il y a justement un match où Embiid est blessé, mais même les matchs où Embiid était là, ils ont bien réussi parfois à faire déjouer un peu cette équipe des Sixers. Nous, on pouvait déjà clairement voir les faiblesses et un peu un manque de capacité d'adaptation face à certaines match-ups. Et en fait, ils ont juste pas rentré leur tir ouvert. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que les Nets soient pas allés chercher un match ou deux pour exposer un peu plus ça, parce qu'il y avait quand même des bonnes choses qui ont été tentées sur du small ball. Donc voilà, pour pas dire que les Nets ils se sont juste fait bazarder 4-0 et ultra dominés, il y avait quand même certains matchs qui ont été un peu serrés, en particulier ceux où il n'y avait pas une beat forcément, mais bon, voilà. Et ensuite, face aux Sixers, bah déjà, il y a un Game 1 gagné au Garden par les Sixers sans Embiid. Par Du James coup, Harden, fan des finalement. Celtics par James Harden, clairement. Donc là, j'ai commencé un peu à rire jaune. Bon, après, je me suis rappelé que c'était les Sixers, donc ça allait. Mais au final, ouais, la série, ils ont eu quand même pas mal de coups du destin qui les ont bien aidés. Je crois que c'est le match 5 si je dis pas de conneries, ou le match 6. Je sais plus. Non, je crois que c'est le match 5. Non, match 4, excusez-moi. Match 4 où il y a une aide de Jalen Brown sur côté fort sur Embiid pour venir le doubler alors qu'il y a 2 points de retard. Et en fait, il ouvre Harden tout seul dans le corner. Et du coup, bah, Harden met un deuxième game winner de la série alors qu'il aurait jamais dû être ouvert ce tir. Donc, ils ont profité de pas mal de coups du destin là-dessus ou de petites erreurs de Boston. D'erreur de Boston, oui, d'erreur de Boston. Les Oui, coups du d'erreurs de destin. Boston. Les Ouais, coups c'est du ça. destin. Le coup du destin, Jalen Brown qui rate son marquage. Oh. Ouais, bon, je vous emmerde. Et du coup, du coup, il y a aussi quand même des choses qu'on a vues. Enfin, on a enfin eu un Joe Mozzarella qui s'est adapté et qui a refait venir le 5 qui était si bon que ça l'année dernière. Et en fait, ça a juste fait basculer la série une fois que tu avais un 5 qui avait capable de t'apporter un peu de rim protection derrière un Al Horford qui du coup s'occupait d'Embiid. Il a refait jouer Grant Williams aussi, du coup. En fait, ils ont très vite réussi. S'est très vite et retrouvé repiégé dans les pièges habituels quand on a juste compris en fait qu'ils étaient assez unidimensionnels dans leur façon d'attaquer. Je pense qu'il manquait encore un petit peu à Maxi de création et de capacité en fait d'aller au drive, d'aller prendre des lancers. Et en plus de l'autre côté, il se faisait beaucoup attaquer. Quand même un sacré mismatch défensivement, donc il s'est fait beaucoup attaquer, beaucoup chasser par Boston, qui est une équipe qui chasse beaucoup le mismatch. Mais c'est vrai que des profils comme DeAndre Melton n'ont pas forcément été assez utilisés à mon goût. Des profils comme Tobias Harris n'ont trop été utilisés par exemple à mon goût aussi sur certaines séquences où ils apportent pas forcément énormément ni au scoring ni en défense. En fait, on a retrouvé un petit peu les Sixers habituels et en fait, voilà, au fur et à mesure aussi, on a retrouvé le Embiid habituel qui essaye un petit peu de forcer sur son scoring individuel même quand ça marche pas, qui propose pas forcément assez de diversité et qui se fatigue. Et là où c'est dommage, c'est que en fait sa protection de cercle, quand il a les cannes,
elle est impressionnante et on avait des séquences entières où l'équipe de Boston avait peur d'aller dans la raquette quand Embiid était sur le terrain et c'était franchement impressionnant. Une mi-temps ou un trois quarts d'affilée où il y a trois quarts où il met 5 contre, un truc comme ça. Enfin, c'était assez impressionnant quand il avait cette capacité à vraiment défendre. Après, Boston a réussi à le faire sortir de la raquette ou le faire sortir de son match. Puis après, on a encore pour moi, le dernier problème, c'est un peu le dinosaure PJ Tucker, qui en fait, c'est sûr, quand il va rentrer ses 3 points d'affilée en début de match, tu vas te dire, ah mais Boston, ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir aller le suivre dans le corner. Et en fait, Boston, ils ont juste décidé de pas le faire. Et tout simplement, ça s'est bien passé parce qu'en fait, il finit à 3 sur 7 et ça reste du basketball. Et pas parce qu'un mec, il en a mis 3 d'affilée qu'il va continuer à les mettre tout le match. Donc, il faut juste vivre avec ces tirs-là. Et du coup, voilà un petit peu tous les pourquoi du comment ils ont perdu. Je sais pas si c'était clair, mais c'est comme ça que ça m'est venu. Non, c'est très clair et très complet. Pour PJ Tucker, c'est vrai qu'il a eu cette utilisation très tu restes dans le corner et tu fais rien. Contrairement à Miami où parfois il était utilisé en poseur d'écran et où il était plutôt bon sur short roll, ce qui permettait de ne pas avoir un poids mort en fait dans le corner où il était clairement pas défendu. L'utilisation avec une un attaque, peu différente. une attaque moins stéréotypée malgré tout, avec un peu plus de mouvement, mais on sait que Sixers oblige, James Harden, Embiid oblige, et en même temps, c'est ce qui a fait leur force. Des attaques quand même assez stéréotypées d'ISO l'un pour l'autre ou de pick and roll l'un pour l'autre. Mais peu de sorties de ce genre de choses. Et donc suite à cette élimination en play-off, on a vu Doc Rivers se faire éjecter et remplacé par la suite par Nick Nurse. N5, tu nous as dit en off que tu avais un petit truc à dire sur Doc Rivers. Je te laisse la main. Rapide Doc Rivers, qu'on pourra qualifier aux Sixers de piètre passage, puisque alors lui qui était présupposé être un leader d'homme en premier lieu, et s'est révélé finalement quand même assez risible dans l'exercice, on peut le dire. On se souvient notamment de la situation d'échec en play-off et de l'affaire Ben Simmons, où il a tout simplement jeté sous le bus son joueur, préféré ne pas prendre ses responsabilités et flinguer du coup son joueur comme il se doit pour un meneur d'homme, un leader d'homme, je rappelle, qualité première du coach mise en avant. Voilà, c'était tout simplement lamentable. À mon sens, il aurait dû être viré à ce moment-là. Tactiquement, c'était pas terrible non plus. Au mieux, trop conservateur. Au pire, absolument feignant, si je puis m'exprimer ainsi. Puisque de toute façon, il n'y a jamais eu grand-chose de construit tactiquement d'intéressant. À côté de ça, le développement des jeunes aussi était nul, puisque on le sait, les fans des Sixers notamment ont réclamé corps et âme un peu de minutes pour Paul Reed, pour qu'une fois arrivé en play-off, il puisse être intéressant, notamment au relais d'Embiid. Alors ça s'est fait cette dernière saison. Trop tard, malheureusement, un petit peu comme tout ce qu'aura fait Doc Rivers finalement du côté de ces Sixers, surtout que la préparation des playoffs pendant la saison régulière, ce n'est pas pour lui, peut-être parce que finalement ce n'était pas son objectif final. En tout cas, il sera récompensé à la hauteur de ses ambitions, puisque c'est par la petite porte qu'il partira. Voilà pour un résumé pas du tout biaisé, vous l'aurez compris, sur Doc Rivers. Non, t'es complètement objectif et neutre. Donc s'ensuit l'été, tout simplement, on peut faire un petit point sur le roster. On a vu les arrivées donc de Kelly Oubre Jr., Danny Green, Patrick Beverley et Mo Bamba, et je vous passe les Exhibit 10 pour le training camp et les two-way contract. Et au niveau des départs, on a du George Niang, Shake Milton, Jalen McDaniels et Mac McClung. Sur les arrivées, très peu de joueurs si intéressants que ça. Kelly Oubre Jr. dans le genre scoring peu efficace, on est au top niveau. Danny Green, il a 47 ans maintenant lui aussi, donc il va Green en 2023, mais il y a des gens, ils sont payés pour leur taf. Genre, il y a des mecs qui se disent, genre, en vrai, ouais, on va aller chercher Danny Green. Franchement, je pense que ça peut être... On va le mettre à l'autre aile que PJ Tucker, et comme ça, après, on ramène Ginobili, on ramène Duncan, on fait du 5-out, et non, mais c'est quoi ce délire? Genre, à quel moment tu vas dire, je veux chercher Danny Green? Après, comme dirait Tom, je cite Tom, je me permets, tous les assets ne sont pas des assets de terrain, il jouera pas, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est pas comme dit André Jordan qui joue. Voilà, là tu peux rigoler là. Ah mais les champions, je pense pas que Danny Green joue, en plus il y a d'autres arrières. Moi j'aime bien l'arrivée de Pat Beverley. Je trouve que
suis Ça pas. dépend, Moi, je suis pas. t'aimes bien ces pull-up en première Non, intention. non, 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 mais bien évidemment. Mais le truc, c'est que, en fait, je trouve, non, mais je trouve que Je c'est suis bien d'avoir. d'accord. Je trouve que c'est bien d'avoir un arrière un petit peu défenseur derrière D'Anthony Melton. Rien que pour un peu de profondeur. Bah, bien sûr que tu vas pas compter sur lui en premier lieu. Bien sûr que ce sera pas le titulaire, encore heureux. Et puis de toute façon, t'inquiète pas, il n'y aura pas de pull-up puisque Tyrese Maxey bouffera tous les ballons à côté de lui. Mais au moins, il y a ce profil un peu plus défensif derrière Melton. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, merci Tom qui confirme que tous les roster spots ne sont pas des assets terrain. Donc l'effectif, on a à la main James Harden, D'Anthony Melton, Patrick Beverley, Javonte Smart, Terquavion Smith. Les arrières, Tyrese Maxey, Jaden Springer, Daniel House Jr., Ricky Council, David Duke Jr. Bon, les noms que vous connaissez pas, c'est probablement des noms pour le training camp. Ou des two-way contracts, je précise quand même. Allel, Furkan Korkmaz, Kelly Oubre Jr., Danny Green. Eliéfort, Tobias Harris, PJ Tucker, Paul Reed, Azuolas Tubelis et Philippe Petrousev. Et en pivot, on a donc Joel Embiid, Mo Bamba, Montrezl Harrell et Dwayne Dedmon. Un effectif qui risque de changer bientôt, peut-être pas, peut-être dans quelques mois, peut-être pas du tout, avec finalement cette saga de l'été avec le trade de James Harden. Est-ce que côté Philly, alors enfin dans les infos qu'on a eues, côté Philly a priori il demande beaucoup en échange d'Harden, qui, on le rappelle, est en fin de contrat. Enfin, il lui reste 1 an de contrat. Les Clippers, eux, ne semblent pas vouloir trop lâcher pour lui parce qu'ils sont les seuls sur le dossier et que James Harden est vieux et expirant. Donc, on a un peu cette guerre entre les deux franchises. Et donc, pour l'instant, on se dirige vers un Harden qui démarre la saison avec son équipe. Azad, trade ou pas trade de James Harden? Qu'est-ce qu'il perdrait si jamais il tradait James Harden? Je pense qu'ils peuvent faire des trades corrects avec les Sixers, avec les Clippers. Je pense que je sais plus avec qui il parlait d'aller chercher Terrence Mann potentiellement. Et Terrence Mann, Covington et des tours de draft. Tu peux récupérer du Norman Powell aussi. Enfin, ils n'auront jamais aussi bien que le James Harden qu'ils ont récupéré en premier lieu. Mais ils peuvent arriver à trouver des choses assez complémentaires par rapport à leur profil pour justement peut-être un peu soulager Embiid et Maxi à la création. Et en tout cas leur proposer un peu plus d'options en termes de finisseurs. On sait que Terrence Mann c'est un très bon connecteur. On sait que Norman Powell il peut aussi être un peu capable de créer pour lui sur sa main droite et apporter offensivement qui vont chercher, ne serait-ce qu'à côté de ça, un Covington ou un Batum. Mais je crois que ce qui manque en fait aux Clippers pour faire l'offre, c'est des tours de draft. Et en fait, vu qu'ils ont déjà envoyé tout leur futur et leurs grands-parents pour récupérer Paul George à OKC, eh ben, il leur reste plus grand-chose il leur reste plus grand-chose à envoyer. Et du coup, je crois que c'est un peu ça le problème qui bloque un peu le trade. Et du coup, à voir comment ils vont réussir à débloquer cette situation. Mais oui, je le vois bien finir là-bas ou peut-être à Orlando ou en Floride. Je le verrais bien, sinon il l'envoie en Floride, là où il est finalement le plus heureux. Non, mais moi j'y crois pas trop. Et de toute façon, ce qui est sorti dans les dernières rumeurs, c'est que Miami a pas l'air d'être très chaud sur le dossier. Donc, du coup, on part a priori sur un nouveau run. Et du coup, finalement, peu de changements, tout simplement, dans l'effectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de Nick Nurse dans cette équipe avec un effectif finalement très similaire à l'année dernière, N5? Moi, Nurse, et c'est bien dit dans la preview, je sais pas duquel Az ou Benjamin a pu l'écrire, mais j'ai trouvé ça assez juste sur l'aspect apport défensif en premier lieu, Ouais. avec le parallèle et la comparaison avec cette équipe de Toronto championne notamment et Marc Gasol à l'intérieur. Là, on a un bid qui, tu le rappelais parfaitement, Azad, a les capacités largement d'être un monstre défensif dans la raquette, d'empêcher, de faire force d'intimidation, de dissuasion dans la raquette. C'est quelque chose qu'il a un petit peu oublié au fur et à mesure des années. Plus sa quête de MVP se faisait ressentir, moins il a alloué d'énergie à la défense pour quand même se montrer un petit peu plus offensivement. A raison, a priori, ça l'a servi. Je pense que l'équipe peut espérer maintenant qu'il se remette
dans une quête un peu plus saine, plus vers des choses intéressantes et qui puissent apporter plus défensivement. Et ça va être intéressant de voir Nurse s'il met l'accent là-dessus ou non. À côté de ça, et on parlait d'Harden tout à l'heure, si Harden vient à être tradé, ce que je pense est inéluctable, parce que les Sixers ne vont pas vouloir le perdre pour rien. Donc la trade deadline, ça va quand même être une limite assez claire pour se séparer du joueur, et ça devrait... le temps ne marche pas contre la franchise, marche contre la franchise plutôt. On l'a vu, s'il n'y a plus de James Harden, et même s'ils ont un trade comme le suggérait Azad, ne pas avoir de playmaker, de créateur collectif primaire dans cet effectif, ça devrait limiter clairement Nurse dans son coaching, parce qu'on l'a vu, c'était la même problématique à laquelle il faisait face à Toronto, et c'était déjà un peu compliqué pour lui de trouver des solutions sans playmaker primaire. Moi, c'est un petit peu ma problématique avec toute cette affaire Harden, et du coup l'instabilité qu'il y a autour de cette preview de cette franchise cette saison. C'est que sans playmaker, on a vu aussi à quel point Joel Embiid était limité par rapport au plafond qu'il pouvait apporter à cette équipe à lui seul. Il faut quelqu'un qui puisse distribuer les ballons dans cette équipe, qui puisse vraiment créer du jeu. Et le problème, c'est, et là peut-être je rejoins Zad, qu'ils auront certainement pas aussi bien que ce qu'ils avaient pu avoir en allant chercher Harden dans un premier temps. Ouais, parce qu'en plus, ils vont pas partir en rebuild, ils veulent forcément des joueurs pour être compétitifs en échange. Et c'est vrai que sans un gros playmaker comme les Harden, tout de suite ça te baisse ton plafond drastiquement finalement. Est-ce que c'est pas là que Tyrese Maxey va devoir progresser rapidement pour permettre aux Sixers quand même d'être là où ils veulent être? Mais t'aurais pas lu la preview, toi, par hasard? Oh bah dis donc. Mais dis donc. Ouais, bah ça fait partie. En fait, pour moi, ouais, comme je mets dans la preview, les forces s'inversent un peu avec le changement de coach et le départ d'Arden. Tu vas pouvoir peut-être revenir à ce qu'ils faisaient avant, c'est être une très forte défense, alors que l'année dernière, ils ont été une des meilleures attaques de la ligue. Et Maxi va être peut-être Enfin, de toute façon, il ne peut pas avoir le choix parce que ça peut être Tobias Harris. Il va être ce deuxième créateur, en fait. Et c'est quand même. Il y a des lueurs d'espoir, entre guillemets. Lueurs, je suis peut-être un peu un bâtard, mais il y a de l'espoir en vrai. Il y a beaucoup de trucs que Maxi sait faire. Offensivement, sa capacité à pull-up. Faut qu'il aille plus au drive parce qu'en fait, faut qu'il aille plus sur la ligne. En fait, tout simplement, faut qu'il ait un playmaking enfin, pas un playmaking, une création pour lui qui soit plus efficace. Elle est impressionnante visuellement, mais elle n'est pas toujours très efficace. C'est un super joueur de transition. C'est un des joueurs les plus efficaces en transition la saison dernière. Donc ça, c'est aussi hyper important qu'il continue là-dessus, à aller chercher des points faciles. Par contre, il y a un gros manque à la passe. Et en fait, sans Harden, il y a un gros manque à la passe partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire des passes. En fait, leur meilleur passeur, je ne saurais pas dire qui c'est à l'heure actuelle. Euh, Là, les mots m'en tombent, mais c'est clairement pas Kelly Oubre. Enfin, ouais, il leur manque clairement du passing. Et c'est vrai bon, vu que Nick Nurse fait beaucoup d'isolation, tu me diras au moins ils seront pas emmerdés. Mais ça risque d'être peut-être très vite limité en fait offensivement. Mais par contre, défensivement, s'il arrive à faire connecter et à les rendre disciplinés, il- ça peut être très très cool. Ça peut être vraiment une bâtisse défensive à l'Est comme on a connu sur des années précédentes et ça peut être très intéressant à voir. Surtout si par exemple ils arrivent à ralentir la pace et avec une pace plus lente, ils arrivent à mieux optimiser du coup Embiid en défense parce que énormément de Guillaume qui me trigger, je Ne lis déteste. pas le chat, ne lis pas le chat. Ah, rookie mistake. Ah non, je suis pas discipliné. Voilà, c'est le drame. Non, ce que je disais, c'est que clairement, s'ils arrivent à être disciplinés et à revenir à une bâtisse défensive et du coup à ralentir la pace, ils peuvent justement peut-être mieux optimiser Embiid défensivement comme protecteur d'arceau et en plus peut-être avoir un rythme de jeu qui est plus adapté à lui.
Donc à voir comment ils vont s'adapter. Je pense que ça va être intéressant, mais ça va aussi beaucoup dépendre de qu'est-ce qu'ils vont avoir en échange d'Arden et de quel maxi on va avoir cette saison. Tu parlais de maximiser Embiid, notamment sur la pace, d'avoir un rythme qui lui conviendrait un petit peu plus. Je ne sais pas exactement comment ils étaient en pace les saisons précédentes. L'autre petit point faible que je tenais à ajouter quand même, je vais zapper par rapport à Nurse, il n'est pas connu pour faire d'économies sur ses titulaires. Quand on voit à quel point Embiid arrive cramé en playoff et à chaque fois se blesse, ça va peut-être poser problème dans le plafond à un moment de cette équipe. Voilà, Mm. c'est une petite chose qui, moi, m'interpelle depuis le début avec le choix de Nurse, qui voilà, n'est pas du tout connu pour voilà, faire de l'économie sur ses joueurs et les reposer. Donc ça, vis-à-vis d'Embiid, je sais pas trop si... Et en plus, ça rentre encore plus. Donc si il ne réussissent pas à avoir un vrai créateur potentiel en échange de James Harden ou quoi, il va être encore plus surresponsabilisé Embiid. Plus gros usage que l'année dernière ou pas? Je crois qu'il a fait genre 38% d'usage l'année dernière. Est-ce qu'il fait plus la saison prochaine? Ça dépend aussi quand est-ce que Harden part. Ah ouais. C'est vraiment... Je suis allé vérifier pour la pace, ils étaient 27e la saison dernière. Ouais, Ah donc oui, là, donc ils sont déjà au ouais, chou en fait. Ouais, ils sont déjà dans cette c'est ce qui optimisation me un petit semblait, peu. je les voyais pas beaucoup courir. Ok, Donc, bah tu vois, t'as raison, t'as clairement raison. Mais par contre, tu vois, ce que je me demande, Nick Nurse, bah, et Tom l'a dit aussi dans le chat, c'est un coach qui fait beaucoup jouer ses titulaires. Je me demande, en fait, on sait ça de Toronto, mais est-ce que en fait, il faisait pas beaucoup jouer les titulaires Toronto parce que c'était un effectif qui était adapté à ça, et peut-être qu'avec un effectif qui est différent, enfin, je veux dire, le mec, il est oui, pas avec teubé un non autre plus, quoi. effectif adapté avec vraiment un banc incroyable. Oui, non, bon, bah après, voilà, c'est sûr que il y a des quiches partout, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bancs en NBA. J'ai l'impression que ça y est, en 2023, il nous reste que des chaises, on n'a plus de bancs. Genre, tu vas chercher derrière la sixième ou septième rotation et t'as encore DeAndre Jordan et putain, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais, je sais pas, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on parle des équipes, on dit il n'y a pas de banc. Vous avez une bonne équipe en tête qui a un gros banc cette saison? J'aurais aimé citer les Nuggets, mais non. Bah, même plus, ouais. On aurait bien cité les Celtics s'ils n'avaient pas tout bazardé pour Porzingis et Holiday. Boum, allez. Oh, il a tendu une belle perche. Hein. Ah, c'était magnifique, merci Quentin. Avec plaisir. C'est toujours avec plaisir. Les Clippers sont un bon correct en Bah, vrai. mais c'est ce que j'allais te dire, tu le disais par rapport au retour qu'il y aurait potentiellement du coup Mm. du trade d'Arden. Peut-être que ça pourra se régler grâce à ça aussi, puisque effectivement, s'ils n'avaient pas de créateur, s'ils récupéraient pas de créateur et très bon ou élite, on va dire, en échange de James Harden, peut-être qu'à défaut, ils récupéreraient beaucoup de profondeur et des profils de connecteurs peut-être intéressants et avec des systèmes, ça tu peux pallier ou en tout cas compenser. Et comme tu disais très bien, Azad, je trouve ça très très à propos, de peut-être penser que bah ils vont s'en sortir compensés en étant une identité plus défensive et du coup quitte à perdre un peu en offense, ok, mais malgré tout en fait gagner ou stagner sur le différentiel en étant meilleur défensivement. Ça, c'est largement possible. C'est peut-être la meilleure des façons de limiter la casse du trade d'Arden. Ce qui est très chiant après, par contre, pour nous, en termes de preview, c'est que tout est un petit peu conditionné par ce trade qui arrivera forcément. Parce que Harden veut se barrer. Donc à partir de ce moment-là, ça se fera forcément. Mais comment et contre quoi, ça va. C'est très chiant pour nous parce que on ne sait pas. Si vous deviez parier sur quand est-ce que le trade va se faire, vous diriez quoi à peu près? Je dirais trade deadline. Oui, trade deadline pour moi aussi. 15e match. Combien? 15e. 15e. Ouais. C'est vrai que t'as raison, c'est souvent le moment des enflammades, entre 10 et 15. C'est quand les mecs ils se sont dit oh putain mais c'est vrai mais en fait on a que des mecs qui sont nuls. C'est possible. C'est soit les Clippers pètent un câble direct et se disent bon vas-y tant pis on surpaye, soit c'est les Sixers qui se disent bon c'est vraiment la merde, tant pis on prend moins que ce qu'on espérait avoir quoi. Ça pourrait. Hein. Alors que s'ils attendent la trade deadline, là tu peux avoir une équipe qui se dit ah on n'est pas si loin que ça d'un titre, est-ce que Harden nous fait pas passer ce cap et qui fait monter un peu les enchères.
Les deux scénarios se tiennent bien. On Ouais. va pouvoir prendre le pari est pris, ça va être intéressant. Alors que Garincha nous dit la légende des Clippers Deep, ils mourront plus. On en parlait hier, on a un peu nuancé la chose, il est vrai. Mais c'était C'est- très chaud dans le chat sur les Clippers, donc Il y a Mestema Oui. qui dit historiquement, sur les 2 dernières années, tu prends le banc des Clippers et l'infirmerie des Clippers, t'as un contender sérieux. oui, ça c'est bien vrai. Ouais. Bah ouais. Enfin, s'ils peuvent faire un package pour envoyer Tobias Harris quelque part aussi, franchement, ça leur ferait pas de mal. En plus, D'ailleurs, Tobias je crois Harris qu'il c'est en- expirant. Ouais, il est expirant, donc Ah il y a ouais. peut-être moyen de faire quelque chose. Parlez-nous de Ouais, Tobias ça c'est Harris, intéressant. Tom. Ça c'est bah voilà, c'est connexion. Parlons de parce que c'est vachement intéressant, Tobias Non mais, Harris. non mais en vrai là-dessus c'est intéressant parce que le fait qu'il soit... Parce qu'en fait Tobias Harris il est vachement moqué et tout, à raison sur certaines choses. Ça reste un joueur en termes de spot-up intéressant, même s'il est un peu plus porté sur le shoot et que voilà peut-être défensivement etc. Ça peut être un lien faible. Même d'ailleurs pas que défensivement, assez globalement après arriver en playoff, etc. Ok, c'est des critiques qui se valent. C'est des critiques qui sont énormément mises en avant à cause de son contrat. Son contrat, là, il va se terminer, en fait. Et ça peut être donc du coup un très bon asset en fait dans un échange, que ce soit pour des équipes qui voudraient justement dégraisser en fin de saison en termes de cap, et ça existe, et ou d'autres équipes, enfin où on pourrait l'inclure en fait pour voilà, faire passer en termes de salarial des choses, etc. Ça peut se mettre, et je pense notamment, on l'a vu avec la situation de Damien Lillard qui semblait enfermé en fait à un moment dans une impasse et qui finalement en fait ça s'est découvert sur un autre truc. On parle beaucoup des Clippers vis-à-vis d'Harden. Ça se trouve il y aura quelqu'un d'autre qui à un moment se lancera dans la course et qui débloquera la situation, et surtout avec les potentialités de trade à 3 équipes qui sont extrêmement difficiles à anticiper, envisager. En tout cas, moi je laisse ça à d'autres, j'ai pas assez de temps pour ça. Mais voilà, ça peut être intéressant dans un trade à 3 équipes, une équipe qui, bah voilà, elle vise on parle beaucoup des Suns, hein, parce que des Blazers, parce qu'ils ont beaucoup justement fait l'intermédiaire avec le trade de Damian Lillard, etc. Et ils ont rien à jouer, ils peuvent encaisser des contrats et tout. Ça peut être une façon de faire un trade à 3 équipes, voilà. Ouais, c'est sûr. Mais là, je regardais un peu curiosité, j'étais pas allé voir. Il a jamais été aussi peu utilisé l'année dernière que depuis sa 2e saison NBA à Milwaukee. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire, depuis son passage à Orlando, il a jamais été aussi peu utilisé que l'année dernière. Moi, je Donc, rejoins Tom dans le chat, hein, super joueur ouais. non All-Star. Philly a tout intérêt à le prolonger car s'il joue le Cap Space Game, ils pourront pas conserver ses cap holds. C'est effectivement l'autre option. Tu fais très bien de le dire, surtout avec un contrat moindre. C'est vraiment pas le pire des joueurs. En vrai, il y a eu beaucoup la répute sur son contrat, mais Je sais pas si c'est un super joueur non All-Star, Tobias Harris. Je le trouve un peu neutre parce que j'ai l'impression il arrive pas à se mettre complètement dans ce rôle de finisseur. Il propose pas assez de mouvements off-ball et il a toujours besoin d'avoir, sur certaines séquences, d'avoir un peu ce ballon dans les mains et tout. après, Donc, Azad, je trouve que tu juges énormément sur, genre, par rapport à un étalon ultra optimisé et le meilleur possible. En fait, c'est pas comme ça que se jugent les joueurs, genre, c'est non. vis-à-vis d'une moyenne. Parce qu'en fait, cet étalon-là, en fait, il coûte extrêmement cher, il est extrêmement rare, et c'est pas du coup un comparatif enfin, un comparatif aisé et souhaitable. Si tu juges, en fait, tous les joueurs par rapport à la version la meilleure du poste, effectivement, tous les joueurs sont des pelles, mais à un moment, tu joues avec ces joueurs-là, en pas fait, du c'est tout un ce jeu que de j'ai dit. compromis. C'est pas En ce fait, que c'est un j'ai peu dit. pareil pour John Collins, c'est vraiment en mode ah oui, Non, mais là, il lui manque pour tout deux- ça pour être bon. Mais en fait, non, mais il a aussi d'autres choses, tu vois, genre c'est un peu en mode tu peux pas imaginer sur chaque poste avoir la meilleure version du poste, quoi. Mais autant Tobias Harris, si je le trouve neutre, autant genre John Collins, je le trouve franchement négatif. Après, Mais moi, je débat pas trop sur John Collins. Honnêtement, j'ai pas trop d'avis, donc je peux pas rentrer vraiment dans le débat. Mais ouais, non, mais c'était juste par rapport à l'argumentaire en fait vis-à-vis des joueurs. Où je trouve qu'effectivement, t'as raison hein, sur certains points. Mais par exemple, le fait que ce soit pas complètement un finisseur, ça en fait pas un finisseur nul. Ou, Non, non, et je trouve non, que complètement justement, pas. ça va, tu vois. Il y a largement pire que lui. Et je trouve que du coup, notamment pour un contender, en fait, si tu arrives à le re-signer à un prix legit, c'est
c'est pas le point noir, point faible qu'on essaye de faire croire absolument en dehors du Non, contrat. non. Non, mais en fait, le truc, c'est, si je parle de tous ses défauts, je peux aussi parler de toutes ses qualités. Mais là, on parle un petit peu des points d'amélioration et ce qui a manqué à la création. Le truc, c'est que Tobias Harris, j'ai vu probablement toutes ces séries de playoffs depuis, je sais pas, 2018. Donc, très clairement je vois très clairement le joueur que c'est, ce qu'il peut apporter et ce qu'il apporte pas, en fait. Et du coup, je trouve ça très dommage. Bah, du coup, le prix qu'il avait, maintenant, il l'a bientôt plus et c'est un contrat expirant et très bien, on va pouvoir en faire autre chose. Mais le truc, c'est qu'en fait, il est pas assez dans la finition, c'est-à-dire qu'il fait pas assez que ça, presque. En fait, t'as des joueurs qui sont que dans la finition, mais qui vont du coup pas se permettre de trop porter la balle et du coup de ralentir le jeu ou d'apporter de la création neutre, voire négative, qui vont être plus impliqués off-ball avec plus de déplacement au ball, qui par moins d'application en attaque vont être plus impliqués en défense. Et c'est plutôt, en fait, il est neutre et je pense que si tu rééquilibrais son jeu d'une autre manière, il pourrait être positif. Donc, j'essaye pas de dire que genre les joueurs sont des tanches, mais il y a des fois c'est des tanches comme John Collins, et il y a des fois c'est juste qu'ils sont pas optimisés. Et par exemple, tu vois, c'est le même problème qu'on j'avais parlé dans le podcast chez Dan Kebdo avec l'utilisation de Jalen Brown. Le problème, c'est pas le mec, c'est genre son utilisation en tant que tel et ce qu'on peut attendre de lui et comment il est optimisé et comment on veut le faire jouer dans son écosystème qui me pose parfois problème. Bon, on a fait le tour, je pense, là, sur cette équipe des Sixers. À moins que vous ayez un dernier mot à dire sur la franchise, sur l'équipe, sur la saison à venir, une hot take peut-être. Garincha qui disait dans le chat tout à l'heure, d'ici 1 an, c'est sûr que Philly est en mode tanking. C'est En tout cas, possible. du mal à... Ouais, moi j'ai du mal à imaginer en fait dans quel monde ils convainquent Joel Embiid de re-signer là en fait. On notera aussi le beau commentaire dans l'article qui dit « Je suis un hater des Sixers, donc je suis pour la continuité de ce downfall. Prochaine étape, Joël qui saute. » Le commentaire était magique, surtout qu'on en reçoit très peu sur QI, alors Ouais. voir ça c'était incroyable. On en a reçu 2 en une semaine en vrai. C'est quand même fou. Oui, Il y a c'est des gens vrai. qui utilisent encore les Mais- commentaires sur les internets. Mais en vrai, très cool, on est toujours très content de vous lire, bien Oui. sûr. Encore Et on plus répond. quand c'est pour Pour chier sur les sexes. on peut le dire. J'essayais de trouver les mots. J'ai essayé d'être poli. Azad, il est arrivé là-dedans, il a dit non mais moi je prends pas de pincettes, niquez-vous.